Bonjour à tous, Ahmed El-Kanouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois CDH et échevin de l'emploi et des sports à Molenbeek. Alors la vérité de Philippe Moureau sur Molenbeek, est-ce que c'est votre vérité aussi? Écoutez, d'abord, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce livre. Dans un premier temps, il a été victime d'attaques, je dirais, assez violentes. On lui a reproché la déchisation de certains jeunes, donc lui faisant porter la responsabilité de la radicalisation de ces jeunes qui ont participé à cette horreur qui s'est déroulée à Paris. Et ça, je crois que, de sa part, essayer de rétablir sa vérité par rapport à ces accusations. C'est sa vérité, mais il est clair que dans son livre, il y a certains éléments qu'il met en avant par rapport aux événements qui sont déroulés en 2012 avec Sharia for Belgium qui ont attaqué le commissariat de Molenbeek, avec la lenteur de la réaction de la justice, mais aussi des décisions que nous avons prises à l'époque ensemble. C'était la création justement au sein de la police de cette cellule antiradicalisme, mais aussi interdire le port de la, entre guillemets, de la burqa, mais c'était le niqab, etc., le voile intégral. Oui. Effectivement, c'est lui qui a pris cette initiative-là avec les membres du collège. Et donc quand on l'a accusé de laxisme, c'était de la calomnie, selon vous? Non, je fais partie des gens qui l'ont critiqué par rapport aux politiques qu'il a menées, en tout cas depuis le début des années 90, parce qu'il faut rappeler quand même que les politiques d'investissement massif avec des moyens régionaux ont été initiées à partir des événements 91, de ce qu'on appelait à l'époque les fameuses émeutes. Des orientations ont été prises. J'ai été, en tant qu'acteur associatif, très critique par rapport à... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais entre autres, qu'on avait mis en place à l'époque une politique qui était plus occupationnelle que véritablement investir dans l'émancipation. Mais je peux dire qu'on fonctionnait avec les moyens qui étaient disponibles à l'époque. Il y a eu des réorientations des politiques qui ont été menées, mais les critiques à l'époque étaient justifiées. Je fais encore partie des gens qui ont critiqué cet aspect-là, mais je me refuse d'aboyer avec la meute et de lui reprocher d'être à la base de la radicalisation de certains jeunes qui, je le rappelle, et c'est très important, il y a quelques années, en 2011, quand le phénomène a commencé à devenir important, personne n'avait vu venir la dangerosité. Mais une phrase qui interpelle, une phrase qui interpelle beaucoup, c'est quand il dit « La seule chose dont je suis certain, c'est que placé au cœur de la société molenbeekoise, j'aurais été informé du séisme qui se préparait. » Entre le moment où il a écrit son livre, où il a fait cette phrase, qui est, excusez-moi, un peu grotesque, parce que dire qu'il aurait pu savoir que des personnes qui fonctionnent en vase clos, il faut quand même le rappeler, c'est quand même le propre de tout groupe terroriste, il n'aurait pas pu avoir cette information. D'abord, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle des services de renseignement et des services de police. Mais il est revenu depuis lors sur sa déclaration, sur cette fameuse phrase. Il a redit lors des récentes interviews. Il a surtout redit qu'il aurait pu avoir le ressenti des familles et avoir l'impression des familles, éventuellement, de ces jeunes, en disant « Attention, mon enfant s'est radicalisé ». Effectivement, dans la mesure où il y avait une proximité, comme je l'ai moi ou d'autres membres du collège actuel. Et ça, ce qu'il dit aussi, c'est que la majorité actuelle ne l'a pas eu, en fait, ce ressenti-là. Je crois en filigrane. Ce sont des accusations qui sont un peu, je dirais, excessives. Simplement, nous avions une série d'éléments, pour cette fameuse liste de 85 personnes radicalisées. Il est clair que nous n'avions pas les outils, et ce n'est pas le rôle d'une municipalité de pouvoir savoir à quel moment est-ce qu'on doit intervenir sur le plan policier, le plan judiciaire. Il y a les services qui sont payés pour ça et qui doivent, je pense, réévaluer leur action pour savoir où il y a eu des failles, si failles il y a eu. Ouais, mais il y a quand même des critiques assez dures par rapport à la majorité actuelle. Alors il parle de désenchantement depuis son départ, de lien social distendu entre autorités municipales et citoyens. C'est tout de même des accusations sévères contre vous. Je vous invite à voir tout ce que le collège actuel a pu initier comme action. C'est vrai que nous avons été rattrapés par une situation financière catastrophique qui nous impose un carcan au niveau financier, et on le voit encore récemment avec la déclaration du président du CPS qui a dû... mais sur le lien avec la commune qui s'est distendue. C'est lié. La situation financière de la commune nous impose de prendre des décisions qui nous rendent, entre guillemets, impopulaires auprès en tout cas de la population, que ce soit par rapport aux garderies payantes. Et ça, je pense que c'est interprété comme une espèce de prise de distance avec la population, qui n'est pas dans les faits. Il y a aussi le contact qui aurait été perdu, selon lui, avec la population. Je ne partage pas du tout cette analyse. Les membres du collège, en tout cas la grande majorité de ceux qui ont dans leurs compétences des compétences qui leur permettent d'être encore avec la population, nous maintenons ces contacts et surtout nous les développons. Et c'est très important. Je crois que en tant que gestionnaire d'une municipalité, il est de notre devoir d'être au service de la population, mais aussi de garder des contacts permanents. Et donc, c'est la réalité aujourd'hui.
il n'est pas évident dans la situation financière que j'évoquais tout à l'heure, mais nous maintenons le cap à ce niveau-là. Ouais. Alors par rapport à cela, vous vous attendiez, vous tout de même, à plus de mea culpa de la part de Philippe Moureau, ou alors ça n'avait pas lieu d'être? Mais je crois qu'il est fondamental d'abord de dire arrêtons cette partie de ping-pong entre la bourgmestre et Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre. Je crois que les Molenbeekois méritent mieux que ça. Parce que revenir avec... on va dire tout de même, pour être clair, que le CDH a fait à un moment partie de la liste du bourgmestre. 2006, tout à fait. Nous avons été partie prenante de la majorité sortante. Mais néanmoins, je dis, il faut qu'on cesse cette partie de ping-pong. Les Molenbeekois aujourd'hui attendent qu'on améliore leurs conditions. Et c'est l'objectif que s'est fixé le collège. Et moi, je souhaiterais qu'on sorte de cette polémique. Qui est responsable? C'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Je crois que les Molenbeekois méritent mieux. Alors, un mot sur le plan canal. Maintenant, Yann Lienbonne a annoncé un renforcement policier. On a vu une satisfaction de la part de Françoise Quepmans, la bourgmestre. C'est votre cas aussi? Mais moi, c'est une satisfaction, je dirais, très éphémère. Nous avons des effectifs supplémentaires, c'est très bien, je prends note, mais on va dire, après tout ce que nous a fait subir le ministre de l'Intérieur avec la stigmatisation je vais rappeler, nettoyer Molenbeek, visiter maison par maison, avec des déclarations qui sont extrêmement, je dirais, stigmatisantes pour les Molenbeekois et pour la commune. Aujourd'hui, nous avons un éléphant qui accouche d'une souris. Nous allons souris, selon vous? Oui, vraiment, parce que les effectifs que nous allons obtenir, ce sont des effectifs qui vont venir gonfler nos troupes, mais ça va être très éphémère. Il faut quand même rappeler le statut des inspecteurs de police et des policiers, c'est qu'ils ont la possibilité d'avoir une mobilité et que dans très peu de temps, certains vont de nouveau quitter la zone de police. Et donc dissension au sein de votre majorité, il n'y a pas de dissension. Se félicite, elle. Mais elle se félicite de manière temporaire. Je ne partage pas cet enthousiasme parce que je crois que dans très peu de temps, nous allons de nouveau nous retrouver avec un effectif réduit qui va de nouveau nous pousser à nous poser toute une série de questions. Moi, je crois qu'il est fondamental de revoir les normes KUL de 2001. Donc c'est ce qui fixe les effectifs policiers dans les différentes zones de police. Si des moyens doivent être dévolus aux zones de police, ils doivent être structurels, permettre à une police d'être mieux organisée avec un redéploiement au niveau des quartiers. Nous n'avons plus de policiers en suffisance dans les quartiers qui jouaient non seulement le rôle de lien social, mais aussi par rapport à toutes ces problématiques que nous vivons aujourd'hui, auraient pu être, je dirais, des alertes immédiates si des situations devenaient compliquées. Et malheureusement, nous avons détricoté, alors que la réforme de police, je le rappelle, elle avait pour objectif de pouvoir ramener du bleu dans nos rues, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, dernier thème que je voudrais évoquer avec vous, c'est votre chef de file, Joëlle Milquet. Elle a été entendue la semaine passée dans le cadre de possibles emplois fictifs lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur. Si ça se traduit par une inculpation, elle peut rester ministre, selon vous? Mais d'abord, à titre personnel, et c'est partagé par l'ensemble, je pense, des membres de ma formation politique, je lui fais confiance à 100%. Joëlle Milquet est une dame qui a donné énormément. Donc des emplois fictifs, c'est pas possible. Mais je vous assure que ce qu'on lui reproche, et j'ai encore suivi sur différents plateaux de télévision ce week-end des explications par rapport à toute cette procédure qui est en cours. Je ne vais pas m'exprimer sur l'action judiciaire, évidemment. Je fais confiance à la justice. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette dame qui a donné beaucoup au pays, qui a donné beaucoup à la région bruxelloise de par ses positions par rapport à certaines revendications flamandes, par exemple, aujourd'hui est victime d'une série d'attaques qui sont totalement injustifiées et infondées. Moi, je m'interroge parce que tous les cabinets emploient des fonctionnaires ou des fonctionnaires détachés qui ont une proximité avec les partis politiques. C'est une tradition ici en Belgique. Et ce que je constate, c'est que ce qu'on... Donc les emplois fictifs sont dans tous les cabinets, pourraient être dans tous les cabinets. Je ne dis pas les emplois fictifs. Les cabinets emploient des personnes qui ont un lien avec le parti politique ou qui ont été candidats. Absolument pas, les emplois fictifs, c'est quelque chose d'illégal et ça va proscrire dans tous les cabinets. Et je suis sûr qu'aucun cabinet, en tout cas je l'espère, ne met ça en œuvre. Mais aujourd'hui, les accusations qui sont portées sur Joëlle Milquet vont au-delà de ce dossier-là. On la voit systématiquement, elle est attaquée de toutes parts par une certaine presse entre autres et par certains responsables politiques. Oui. Et ce sont des attaques qui sont injustes et injustifiées. Et pour répondre à ma question, si d'aventure il arrive un moment où elle est inculpée, est-ce qu'elle peut rester ministre? Moi je suis en tout cas très optimiste. Connaissant la personne, c'est elle qui m'a donné envie de m'engager au CDH il y a 10 ans. Cette dame incarnait pour moi certaines valeurs. Elle avait des positions qui étaient d'une clarté, etc. Et la charte de l'humanisme qui a été, le moteur de mon engagement politique, c'est elle qui est à la base de cette charte. Et je pense très sérieusement que très prochainement, elle risque de devoir être blanchie par cette action qui, pour moi... Et si d'aventure, je repose ma question pour la troisième fois, si elle est inculpée, elle peut rester ministre? Mais je suis convaincu qu'elle ne sera pas inculpée. Donc vous ne répondrez pas à ma question, quoi. Voilà. Merci Ahmed El Kanouz d'avoir assisté à cette interview. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.